Le Conseil de sécurité a remis un avis unanime, sans veto de la part des États-Unis. Vous avez vu aussi qu'il y a un élément qui a joué et qui joue encore beaucoup aujourd'hui, c'est quand vous avez le malheur de critiquer le Rwanda, automatiquement on vous oppose 1994. C'est vrai qu'il y a eu des choses horribles qui se sont passées, comme il y a des choses horribles qui se passent entre Israël et à Gaza. Mais quand vous dites que vous condamnez Israël, le gouvernement israélien, pas la communauté juive, le gouvernement israélien, vous êtes automatiquement taxé d'antisémitisme et on vous oppose en disant vous avez oublié la Shoah. Et c'est la même position de victimisation qui est là, qui refrène certains interlocuteurs européens. Or, les temps ont changé, il y a eu des excuses qui ont été présentées par la Belgique au niveau du Rwanda. Donc, quelque part, il faut tourner la page et pas non plus revenir sans cesse pour justifier le fait qu'on ne peut pas critiquer une politique menée par un gouvernement qui est plus qu'autoritaire, que ce soit au Rwanda ou que ce soit en Israël. On est dans une situation aujourd'hui tout à fait neuve qui démontre qu'on a pris conscience des différents problèmes, que l'agresseur, ce n'était pas le Congo, mais c'était d'autres. On entend dire que ce sont les États-Unis, l'Union européenne et même l'OTAN qui ont orchestré cette guerre. En fait. C'est une forme de guerre qui est orchestrée même avec les Congolais qui sont là au gouvernement de mon pays. On en a ras-le-bol en fait. Parce que c'est pas du tout correct que vous puissiez nous raconter des trucs que voilà, c'est que des trucs et tout ça. Et nous serons là, voilà, on va écouter vos discours. Et je ne veux pas ces acclamations. J'ai l'impression qu'il y a des groupuscules de personnes qui sont là pour venir nous amadouer. Et puis après, excusez-moi, je vais mélanger le lingala et le français. Hein. Non, c'est pas du tout correct. Monsieur André Flao, dites-nous, mais non là, ça sort d'où cette guerre? Je suis né le 4 octobre 83, c'est toujours la même routine. Je comprends l'émotion de mon frère qui vient de poser la question, parce que souvent quand on est touché parce qu'on a perdu des êtres proches, on sait que plusieurs personnes ici ont des membres de famille qui vivent à Goma, qui vivent à Bukavu. Plusieurs personnes ont perdu des membres de famille et ça, personne ne pourra vous rendre. C'est vrai que c'est une situation qui dure depuis très longtemps. Alors, la guerre, elle est aussi en partie la conséquence d'une décolonisation et du traçage des frontières, en quelque sorte. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus une guerre économique et une réponse à une guerre économique. On doit y apporter des solutions économiques. Comment est-ce qu'on va y parvenir? Vous, la diaspora, vous avez travaillé longtemps ici. Aujourd'hui, on a besoin d'expérience au Congo. Ce n'est pas normal que les minerais du Congo servent à d'autres personnes. On a besoin de vous voir au Congo, revenir travailler pour le Congo et même investir, pourquoi pas sur le plan minier. Il faut bien se rendre compte aussi que la guerre, certaines grandes puissances, certains pays européens n'ont pas abandonné l'idée que finalement l'Afrique peut être encore intéressante pour les entreprises du nord de la planète. Et donc, je crois qu'il faut véritablement faire en sorte que le Congo revienne aux Congolais et aux autorités congolaises. Et en toute honnêteté, dans un partenariat qui se respecte et qui est basé sur le respect mutuel, il faut pouvoir dire effectivement ce que l'on peut faire honnêtement ou pas. Le Congo, comme l'Afrique, est un enjeu permanent. On va avoir un déplacement de conflits sur le continent africain. Souvent, on invoque les Chinois sont là, les Russes sont là, les Indiens sont là, les Libanais sont là, les Turcs sont là, effectivement. Les États-Unis sont très enclins maintenant à aller voir les terres rares qui se trouvent à l'est du Congo. Tant mieux si c'est pour garantir la sécurité. Peut-être est-ce que là, un moyen de briser le monopole de certains États qui sont là aujourd'hui, mais n'empêche que le Congo doit veiller avant tout au respect de sa souveraineté aussi et faire en sorte que l'exploitation de ces richesses profite non pas à des puissances étrangères ou à des multinationales étrangères, et que les résultats de cette exploitation, de la commercialisation de ces produits, puissent être utiles pour les hommes et les femmes du Congo et les générations du Congo. Je ne sais pas ce qu'il en reste de l'opposition à l'Assemblée nationale.
Et pourtant, dans le passé, on a pu voir que l'opposition avait une certaine représentativité. Maintenant, c'est plus trop le cas, il faut le dire. Et avec tout ce dont on se plaint sur la manière dont les choses sont faites, est-ce que les Congolais qui sont mécontents de cette façon de gérer ont une autre alternative? Quand un pays est agressé, à ce moment-là, je crois que les différentes composantes, il y en a beaucoup, au Congo, il y a beaucoup de partis politiques, etc., plus qu'ici en Belgique, mais il y a une nécessité d'union parce que c'est de l'intégrité, de la souveraineté du Congo que ça importe. Et c'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements, c'est vrai qu'il y a des améliorations qui ont été apportées et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais de grâce que, comme Congolais, comme d'ailleurs ici aussi, on apprécie d'abord que le travail est en cours, qu'il y a des choses qui ont évolué, plutôt que de dire qu'il n'y a rien qui va. On ne fait pas avancer un projet en disant que ça ne va pas. Il faut avoir la volonté de le faire aboutir, et je crois que c'est un travail énorme qui ne se fera pas en une législature, ni en 2 législatures, ni en 3 législatures. Il faut corriger des carences qui ont duré des années et des années après le fait de décolonisation bâclée par un État qui est la Belgique. Si vous le permettez, que je renchérisse en 2 minutes, en 1 minute, nous allions, en tout cas l'impression que nous allions tout droit vers un changement, une modification. Apparemment, il n'y avait rien pour faire obstacle, sauf quelques Congolais qui disaient ne pas être d'accord, mais sinon, une Assemblée nationale acquise, un Sénat acquis, une classe politique que l'on connaît. Moi, ma préoccupation, c'est que les Congolais qui ne sont pas d'accord, quelle alternative il leur reste pour essayer de contrer le pouvoir en place qui parfois, comme un peu partout ailleurs, emmène les choses dans une direction qui ne met pas d'accord les uns et les autres. Est-ce qu'ils ont le choix? Il n'y a presque pas d'opposition, entre guillemets. À l'Assemblée nationale, bon, voilà, l'opposition, je ne sais pas, il en reste combien de députés. Est-ce que nous avons un autre choix? Oui, on peut effectivement revenir sur ces idées de changer la Constitution. La Constitution congolaise est quelque chose de très complexe. C'est tellement très complexe que finalement, il y a des choses, oui, 3e mandat, etc., on tourne autour de ça. Je ne suis pas même sûr que ce soit à l'ordre du jour, et c'est sans doute pas à l'ordre du jour. Et à côté de cela, il y a dans l'organisation même du Congo tout un problème de ce que, par exemple, les gouverneurs de province sont à la merci du bon vouloir de certains élus de leur province. Et s'ils ne conviennent pas, même s'ils ont de beaux plans, s'ils ont des beaux travaux, s'ils ont une intégrité et une honnêteté, ils risquent à tout moment d'être mis en cause parce que certains ministres régionaux ou provinciaux n'ont pas reçu les pick-up à temps voulu. Et ça, c'est le problème, c'est la réalité. Si vous voulez avoir un pays comme le Congo qui fonctionne, vous devez aussi pouvoir imaginer que finalement la pyramide n'est pas unique, mais il faut aussi avoir une stabilisation des niveaux de pouvoir, comme on a en Belgique aussi avec nos provinces. Un certain farfelu veut supprimer les provinces, et il y a des éléments de stabilité qui doivent exister. Parce que vous ne savez pas gérer le Congo si vous n'avez pas une certaine stabilité dans vos provinces pour assurer aussi, par exemple, la rentrée de fonds. Et donc voilà, maintenant les Congolais font plus de politique que les Belges, etc., et que les Européens. On discute de politique en permanence, on fait souvent des questions de personnes, et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous heurter, mais il y a parfois des gens qui me donnent l'impression de vouloir être candidat pour être élu pour eux-mêmes, pour nourrir leur famille, en oubliant l'objectif que être élu, c'est servir le peuple. Mais c'est valable en Belgique aussi, vous savez ça. Mon intervention, c'est par rapport aux résolutions qui sont recherchées avec des sanctions, que nous saluons d'ailleurs, et sans doute vont faire beaucoup d'effets. Mais moi, je pense qu'au-delà de ces résolutions, il faudrait aussi penser à la cause du conflit, qui est principalement une cause économique. Et qui dit cause économique, donc, il faudrait couper la source des fonds qui entretiennent ces conflits ou bien la guerre. Et la source, nous le savons tous, ce sont les multinationales qui sont derrière. Et ces multinationales, jusque-là, toutes les sanctions ciblent le Rwanda, ça cible certaines personnalités de la rébellion, mais ceux qui entretiennent avec des fonds ne sont pas ciblés. Et dès lors qu'ils ne sont pas ciblés, ils ne pourront que changer de stratégie. Si aujourd'hui ils ne travaillent pas avec Nanga, si aujourd'hui ils ne travaillent pas avec le Rwanda,
Demain, ils vont chercher d'autres personnes. Moi, je pense que dans cette recherche des résolutions des sanctions, l'Europe ou bien le monde entier a la possibilité de savoir toute la chaîne qui utilise ces minéraux du sang. Et au finish, connaître toutes les sociétés qui sont derrière cela, qui financent les conflits, et chercher aussi des sanctions envers ces sociétés-là, si cela est faisable. Rapport sur la traçabilité qui ont été faits, il y a des documents qui existent au niveau des Nations Unies, mais il faut bien être conscient que attaquer les multinationales aujourd'hui, à partir du moment où des responsables politiques au plus haut niveau sont eux-mêmes attachés à des multinationales, ça devient difficile. Le pouvoir n'est plus nécessairement là où il devrait être. Le pouvoir n'est plus au peuple. Le pouvoir, il est effectivement dans ceux qui détiennent les capitaux. Alors il faut effectivement mobiliser, sensibiliser, et être conscient que, oui, si on pouvait déjà faire en sorte que il n'y ait plus de pillage, mais que les choses restent à l'intérieur des frontières du Congo, pour éviter que tous ces produits chez le voisin, que le voisin labellise et envoie, soit vers Anvers, ou du moins en moins vers Anvers et Dubaï et ailleurs, pour effectivement être commercialisés. C'est comme les produits agricoles. Dotons en quelque sorte le Congo des moyens nécessaires pour effectivement permettre au Congo d'exploiter ses propres richesses et de valoriser l'exploitation de ces richesses pour sa population, plutôt que d'exporter les produits et les rapporter après pour un prix très cher qu'on ne puisse pas y avoir accès. C'est tout ça, une philosophie du partenariat international qu'il faut redessiner avec les pays africains, et particulièrement avec le Congo. Il y a une volonté, mais pour ça, il faut effectivement une stabilité. Et pour une stabilité, il faut une résistance. Et la résistance, elle doit être l'expression d'une unité. Je ne parle pas d'union sacrée, mais d'une unité qui, en tout cas, doit être là quand le pays est agressé. Parce que c'est seule cette unité qui fera en sorte que le Congo se fera respecter.